Le 19 avril, les Burkinabés ont vécu des moments d'angoisse avec cette folle rumeur de pénurie d'essence qui a qui a poussé plusieurs usagers à se ruer vers les stations-service. Du côté de la Sonabi, il n'y a aucune crainte à avoir. Il y a de l'essence. Les dépôts sont approvisionnés. C'est ce que nous a appris le directeur général de cette entreprise. Pour évoquer cette situation, je reçois pour vous, fidèles téléspectateurs, deux invités. Ange Gabriel Kambou est journaliste indépendant et président de l'association des blogueur du Burkina, ABB. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous disons également bonsoir et bienvenue à Dasmane Traoré, le président de la Ligue des consommateurs du Burkina. Merci d'être présent. Bonsoir, madame. Alors, nous restons avec vous, monsieur Traoré. La situation elle a été vécue par des centaines de Burkinabés. On a vu ces images d'usagers qui faisaient de longs fils au niveau des stations en quête d'essence à la suite d'une rumeur faisant cas d'une pénurie d'essence. Lorsque les faits se sont produits, est-ce que vous avez tenté d'approcher le ministère? Oui, merci beaucoup, madame, de nous donner l'occasion, encore une fois, de parler des préoccupations des consommateurs, les préoccupations que vivent les consommateurs surtout en ces moments difficiles. C'est vrai qu'en début de semaine dernière, une rumeur folle s'est répandue dans le pays. Ce n'est pas seulement au niveau de Ouagadougou, de Bobo, qu'il n'y avait pas de carburant au niveau des stations. La rumeur s'est avérée vraie, d'autant plus qu'au niveau des stations, on signalait qu'il n'y avait pas de carburant. Personnellement, j'ai fait le tour de 5 stations, il n'y avait pas de carburant. Donc, ça a été confirmé, c'est confirmé qu'il n'y avait pas de carburant dans les stations d'essence. Et malheureusement, ce n'est pas seulement à Ouagadougou, c'est à l'intérieur aussi du pays qu'il n'y avait pas de carburant. Donc, c'est pas une rumeur, mais c'est une réalité que les consommateurs ont vécue la semaine dernière. Et là, effectivement, nous avons approché qui de droit pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et il nous a été signifié qu'en réalité, il y a du carburant et qu'il y a eu un problème de distribution. Qu'à cela ne tienne, l'essentiel, c'est que le consommateur n'a pas son carburant comme à l'ordinaire. Et que cela entraîne naturellement des désagréments. Et des désagréments de plusieurs ordres, bien entendu, allant jusqu'à des soins intensifs ou alors des pertes de vie. Nous n'avons pas eu le cas de le vérifier, mais des rumeurs nous sont parvenues où des gens n'ont pas pu être évacués dans des formations sanitaires. Bien entendu, cela peut engendrer des dommages. Donc, ça a engendré effectivement des dommages, mais la réponse est celle que vous avez également. Il n'y a pas de problème de carburant, l'approvisionnement est effectif. Alors nous allons tenter de situer les responsabilités dans la suite de ce débat. Ange Gabriel, est-ce que vous êtes de ces usagers qui ont été pris de panique lorsqu'ils ont appris cette nouvelle? Bon, heureusement, j'avais déjà la veille, j'avais déjà fait mon plein avant de voir l'information et puis la situation dans les stations. Donc je peux dire que je n'ai pas directement vécu, mais ma famille a vécu parce que ce n'est pas moi seul qui suis dans la famille. Donc pour avoir de l'essence pour la moto et autres, c'était un peu difficile. Et quand j'ai rentré la nuit du service, quand j'ai vu le monde dans les stations, voilà, j'ai compris que c'était sérieux et j'ai cherché à comprendre aussi qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est ainsi. Au journal de 19h, j'ai écouté le directeur général de la Sonabi, voilà, de la Sonabi qui rassurait que non, il y a de l'essence, c'est juste un problème de distribution, ainsi de suite, et que le lendemain matin, il y aurait de l'essence dans toutes les stations. Ce qui a déploré aussi, c'est... moi, ce qui m'a un peu outré, c'est aussi l'attitude de certains citoyens burkinabés. Juste, quand on a entendu qu'il y aurait pénurie d'essence,
bon, les gens ont pris d'assaut les stations avec des bidons, histoire de s'approvisionner pour aller revendre à prix d'or. Moi, je pense qu'en ce moment où nous sommes dans des difficultés, nous devons quand même avoir un peu de retenue dans notre volonté de profiter toujours de chaque situation. Parce que c'est parce qu'on a parlé de pénurie probable que des citoyens se sont levés pour prendre des bidons. Ceux qui ne vendaient même pas de l'essence se sont fait ce jour-là vendeurs d'essence. Voilà, juste aller prendre de l'essence. Et c'est ça qui a occasionné aussi ces longs files dans les stations. Et sinon, envenimer la situation. Envenimer la situation. Voilà. Donc je pense que moi, par exemple, je ne suis pas vendeur d'essence. Ce n'est pas parce qu'on annonce une pénurie d'essence que je vais sortir des bidons pour aller acheter de l'essence, venir vendre le litre à 1500. Ce n'est pas normal. Et je pense qu'il faut aussi que, en tant que citoyen, surtout en ces moments difficiles, qu'on puisse quand même avoir un peu de retenue par rapport à ces comportements. Et ça va nous aider. Parce que s'il n'y avait pas cette situation aussi, ça n'allait pas amplifier autant. Et en plus, on ne sait pas où va ce carburant, ceux qui achètent dans les bidons. Alors, le cas ce dont vous évoquez tout à l'heure a d'ailleurs été rapporté sur la page de la Ligue des consommateurs du Burkina qui dénonçait de telles attitudes. Oui, il faut dire que ces pratiques sont devenues récurrentes. Lorsqu'il y a une situation, le citoyen se fait le devoir, j'allais le dire, hein, d'en profiter. Alors, lorsque il y a pénurie de carburant et que l'autorité laisse la loisivité du citoyen, fût-il moins honnête ou malhonnête, j'allais dire, d'user des moyens pour pouvoir envenimer davantage la situation, je crois qu'il revient à l'autorité d'arrêter ce type de pratique-là et de permettre aux consommateurs, en tout cas, de vivre décemment. Parce que quelque part, ça envenime et ça renchérit la vie. Et c'est ce que certains cherchent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui occasionne ces problèmes-là, entre autres? C'est le fait que autour de nous, certains pays ont augmenté les prix du carburant. C'est vrai, ça a été dit. Et du coup, le nôtre devient moins cher dans ces pays. Qu'est-ce que certains font? Ils contournent la réglementation et puis ils convoient notre carburant hors du pays. Mais moi, je dirais que ça, c'est encore une situation très grave. Parce que quelque part, c'est l'effort consenti par l'État au profit du consommateur qui est détourné par des individus. Et lorsqu'un camion un camion citerne quitte le pays pour un autre pays, il ne passe pas par les sentiers quand même. Il passe par la voie normale. Ce qui veut dire que la même situation, la même faille qui s'est produite et qui a permis à certains de commercialiser pendant des années du carburant frélaté et qui a endommagé les engins des consommateurs, sinon les moteurs des consommateurs, cette même pratique-là se poursuit. C'est pourquoi nous demandons d'ailleurs à l'État d'ouvrir une enquête pour à nouveau traquer ceux qui se sont permis cette situation de façon à ce que ça serve de leçon pour que enfin le consommateur burkinabé puisse vivre décemment. Parce que quelque part, il faut dire que c'est des situations inexplicables, d'autant plus que véritablement on ne peut pas comprendre que des gens s'érigent en tout cas à des fossoyeurs pour les autres. Parce que là, c'est vraiment triste. Alors, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Mais pour revenir à ces accusations portées à l'endroit de commerçants dits véreux qui s'adonnent à ces spéculations du carburant, est-ce que le gouvernement, est-ce qu'on n'assiste pas à une fuite en avant justement? Est-ce que le gouvernement prend suffisamment ses responsabilités? Non, madame, parce que je m'excuse, mais je vais dire que c'est des situations qui ne devaient pas arriver. Parce que la rumeur a couru bien avant
cette situation qu'il y avait effectivement des fuites d'hydrocarbures. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'hydrocarbure. Vous faites cas du communiqué du ministre du Commerce bien avant, relatif à la pénurie à Bobo-Dioulasso. Bien avant cela, il y avait déjà cette rumeur. D'autant plus que lorsque autour de nous, les gens ont commencé, certains pays ont commencé à augmenter le prix du carburant, c'est parti. Et ça ne se limite pas seulement au carburant. Pour ce qui est du gaz, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça existe depuis longtemps. Qu'est-ce que l'autorité a fait pour arrêter cette fuite de gaz à travers donc nos frontières? Parce qu'à certains endroits, c'est des tricycles qui acheminent le gaz à travers la frontière, mais à d'autres niveaux, naturellement, ça se dissimule. Il faut dire que pour ce qui est de l'hydrocarbure, de façon générale, principalement le gaz, la Ligue des consommateurs a rencontré les autorités de la SONABI. Avec elle, elle a posé le problème, non seulement du fait que le gaz est insuffisant, surtout pendant les périodes dites de froid ou la période actuelle de carême où la consommation est très forte. Nous les avons approchés bien avant donc fin décembre pour poser le problème afin que l'on prenne les dispositions pour éviter d'éventuelles pénuries. Nous l'avions fait l'année dernière. Et ça, nous avons demandé cette année particulièrement à rencontrer les distributeurs également. Parce que qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la SONABI, ils importent du gaz, effectivement, de qualité, fut-il. Mais entre la SONABI et le consommateur, il y a des distributeurs qui sont chargés donc d'amener le gaz au niveau des consommateurs. Quand vous leur donnez le gaz, qu'est-ce qu'ils en font? Il y a un cahier de charge qui lie la SONABI à ses distributeurs. Est-ce que ce cahier de charge est respecté? Parce que lorsque vous allez donner du gaz à un distributeur aujourd'hui ou à un commerçant, vous lui donnez 300 bouteilles, demain, vous revenez pour l'approvisionner, il n'a pas 300 bouteilles, alors qu'il n'a plus de gaz. Quelque chose ne va pas. D'une part. D'autre part, nous avons demandé cette rencontre-là surtout pour exposer l'ensemble des préoccupations des consommateurs, dont le fait que certaines bouteilles de gaz ne sont pas remplies correctement. On vous dit 12 kilos, mais ce n'est pas 12 kilos. Nous avons fait l'expérience. Nous avons pris une bouteille, nous avons pesé. Et nous avons été prendre le gaz de la même bouteille, la même marque, je vais dire. Puis nous sommes venus à nouveau, nous avons pesé. C'est 10,8 kg. Ça ne fait pas 12. Et nous l'avons répété plusieurs fois. Ça veut dire que différentes marques. Avec différentes marques. Pour dire quelque part que la SONABI doit faire son travail jusqu'au bout. Vérifier le contenu des bouteilles, aussi bien à la sortie, mais aussi vérifier les contenus de bouteilles à la distribution. Parce que, selon les textes, ce n'est pas tout le monde qui doit vendre le gaz d'ailleurs. Une quincaillerie ne doit pas vendre du gaz. Mais c'est l'apanage aujourd'hui. Qu'est-ce que l'État fait à cet effet? Alors parlons carburant d'Asmane Traoré. La question elle est pour Ange Gabriel Kambou. Le fait d'accuser les commerçants véreux, est-ce une fuite en avant faite par l'État? Oui, il y a longtemps que nous avons un État qui fuit ses responsabilités. Et à certains moments, on peut parler de faiblesse de l'État. Nous avons un État faible. Nous avons un État qui ne s'assume pas, qui n'applique pas les règles, qui ne sanctionne pas souvent. Et ça envenime la situation, ça permet... Vous savez, quand quelqu'un commet un acte répréhensible aujourd'hui, les autres regardent la sanction qui sera appliquée. Donc c'est la sanction qui sera appliquée qui peut décourager ou encourager les autres. Qui détermine donc. Voilà. Mais si vous faites cas de sanction, il y a eu sanction. On a vu le procès de l'affaire du carburant avec ces carburants illégalement importés sur le territoire. Je vais vous faire remarquer une chose. Si vous remarquez, voilà, si vous remarquez dès le début, ceux qui ont été pris dans ce trafic de carburant, ils ont fui. Pourquoi ils sont revenus eux tous? Vous n'avez pas remarqué?
Ils ont d'abord fui. Ils ont quitté le pays. Certains se sont cachés. Et puis, un à un, quand on a lancé la vie de recherche, on n'est pas allé les chercher. Ils sont venus se rendre. Pourquoi? Si vous faites des milliards et que vous allez à un procès avec des avocats et qu'on vous donne 2 ans, 5 ans, même 7 ans, vous savez que vous n'allez pas rester en prison. Vous voulez donc dire que les peines sont minimes? Je ne dirais pas que c'est minime, mais en tout cas pour quelqu'un qui brasse des milliards ou qui a brassé des milliards par rapport à ce trafic de carburant, je vous fais remarquer que c'était quand même grave. Parce qu'on a parlé de ravitaillement, par exemple, en carburant des terroristes. Voilà. Donc, et nous savons depuis 6 ans ce que nous vivons par rapport à cette situation d'insécurité. Donc, quand on prend quelqu'un qui vend de l'essence, qui ravitaille les terroristes en essence, et qui l'a fait, ce n'est pas en une journée ou bien pendant une année, c'est pendant des années. La personne s'est enrichie réellement. Donc, ce n'est pas 2 ans, c'est pas... Et d'ailleurs, comme on le dit, si vous avez les moyens, la prison, c'est pas la prison comme ceux qui volent les moutons. Vous comprenez? Donc, ils vont aller aujourd'hui, et puis après, voilà, qui va encore demander où ils sont? Et puis, vous allez les retrouver encore dans la vie publique. C'est pas évident. Donc, c'est ça qui fait que, bon, ça ne décourage pas les uns et les autres à le faire. Parce que si on a parlé de ceux qui prennent l'essence pour aller revendre de l'autre côté, je voudrais, il y a des choses que les Burkinabés ne remarquent pas aujourd'hui ou qui ne font plus rien aux Burkinabés. Pourquoi, par exemple, le douanier qui sort de l'école, il veut être affecté à la frontière? Pourquoi? Quand on affecte un douanier à la frontière, il est content. Pourquoi? Quand on affecte un policier à la frontière, il est heureux. Et eux-mêmes, ils cherchent, ils vont aller faire des pieds et des mains pour être affectés à la frontière. Pourquoi? Ça ne nous dit plus rien. Pourtant, beaucoup de nos problèmes partent de là aussi. Parce que si vous sortez, vous avez fait c'est la même promotion. Celui qui va à la frontière revient en 2 ans ou bien en 5 ans, construire un immeuble R+3. Et vous qui êtes resté en ville ici, vous êtes toujours sur votre moto et ainsi de suite. Alors, pendant que vous avez le même salaire. On va tout de même pas généraliser. Non, on ne généralise pas. On ne généralise tous les pas. agents au niveau des frontières ne sont pas des personnes... Non, on ne le dit pas. Mais non, c'est des faits que nous devons remarquer pour pouvoir traiter certains problèmes aujourd'hui. Parce que comme il l'a dit, le carburant ne prend pas, c'est pas sur des sentiers que le camion roule. Mais pourquoi le camion va dépasser tous ces contrôles, ces services de contrôle pour aller dans l'autre pays? Mais est-ce qu'on ne pose pas mal le débat d'Asmane Traoré? Est-ce que ce n'est pas plutôt aux citoyens d'avoir cette conscience-là, d'être respectueux des valeurs de la nation, au lieu qu'on attende tout de l'État qui doit venir faire le gendarme? Je crois qu'à ce niveau-là, il faudrait que l'État sévisse. Parce que lorsque je sais qu'en sortant avec le camion, il n'y a rien, alors je vais le faire. Alors, lorsque vous dites l'état civil, on a vu, je reviens toujours à cet exemple du procès du trafic de carburant. Oui, le procès du trafic de carburant, aujourd'hui, quand on regarde les peines par rapport à ce que ça a pu apporter comme dommage aux consommateurs dans son ensemble, nous trouvons quand même que ce n'est pas des peines suffisantes. Ça, c'est mon point de vue. Avec tout le respect que j'ai pour la justice de mon pays, il fallait que les peines soient véritablement sévères, parce que c'est comme quelqu'un qui a pris les armes contre son pays. Si il doit utiliser le carburant pour aller ravitailler ceux-là qui tuent nos compatriotes chaque jour, ça veut dire que lui-même, il a pris les armes et qu'il a combattu notre pays, nos citoyens. Donc la peine devait être la plus maximale possible, sans compter ceux-là qui ont vendu ça ici, ils se sont fait de l'argent sur le dos du consommateur, alors que véritablement le consommateur a payé ça à la valeur normale du carburant. Et nombreux sont les consommateurs qui, après s'être présentés au garage,
le garagiste leur dit la qualité du carburant y est pour quelque chose dans ce que vous rencontrez. Tout comme ceux qui ont les petits engins, les mécaniciens leur disent tout le temps, eh bien, le carburant là n'est pas bon. C'est le carburant qui est la cause de cette panne. Alors que, véritablement, vous avez acheté le carburant au prix normal. À la limite, si on nous avait dit c'est du carburant frélaté, le coût est en deçà du coût normal, là, celui qui va acheter, tant pis pour lui. Mais ce n'est pas le cas. On est venu simuler ça à du carburant normal. Nous avons vu des stations où les gens déchargent le carburant la nuit, à partir de 22h, 23h. Voilà. Je crois qu'il faut que... On doit voir en cela un problème. Le fait de décharger le carburant la nuit. Peut-être que c'est pour ne pas déranger la clientèle. Ça peut être cela. Mais dans le fond, est-ce que c'est forcément cela? Parce que si c'est pour ne pas déranger la clientèle, ça peut se faire tôt le matin aussi. Non, je pense qu'on doit oublier aussi, sans vous couper, il y a des gens qui ont dépoté l'essence et qui ont brûlé les camions parce qu'ils savaient qu'on pouvait venir contrôler. Donc je pense que ce qu'on dit, c'est l'État, c'est pas que le citoyen ne peut être conscient que, comme on l'a dit, s'il voit que la sanction est plus lourde que le gain qu'on peut avoir dans le vol. Je pense que dans tous les pays et pour toute personne, il y a je dirais, cet esprit peut-être dormant, ou peut-être que chacun a tué en fonction de ses convictions. Mais ça est là. Bon, donc, c'est souvent la sanction qui peut décourager les uns et les autres. Mais si vous voyez quelqu'un, comme je l'ai dit, je parlais de... C'est pas pour dire que tous les douaniers ou policiers ou même mécaniciens sont comme ça, non. Mais c'est pour dire que si quelqu'un fait aujourd'hui et qu'il n'y a pas de sanction, l'autre aussi demain. Parce que ce que vous oubliez, nous sommes comparés dans nos sociétés. Moi, je suis douanier. Lui, il est douanier. Lui, il vient dans 2 ans, il construit un immeuble. Moi, je ne peux même pas acheter une parcelle. Mais dans ma famille ou bien chez moi au village, on va dire, moi, je suis méchant, c'est parce que moi, on vit cette situation. Non, non. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui fait Indépendamment de ce que vous dites, je m'excuse de vous couper, mais au niveau également des commerçants, lorsqu'il y a un commerçant qui mène ses activités de la façon la plus honnête possible et qu'à côté, il y a quelqu'un qui fraude, il n'est jamais sanctionné et il fait beaucoup plus de profit. Ça va amener celui qui est honnête à un moment donné d'emboîter le pas puisqu'il n'est pas sanctionné. Et c'est ça que nous disons qu'il faut que l'État sévisse. Il faut que les sanctions soient exemplaires de façon à ce que ça dissuade. C'est ce que nous disons. Voilà. Et il faut toujours anticiper pour que le consommateur soit effectivement protégé. Ça fait partie du rôle régalien de l'État vis-à-vis du consommateur. Il y a beaucoup souvent aussi de copinage entre l'autorité et ceux qui font ces pratiques. Si vous prenez beaucoup de questions aujourd'hui qui n'ont pas de solution, on fait des enquêtes. C'est pourquoi, pour moi, quand au Burkina on annonce une enquête, pour moi, ce n'est pas un événement. Je n'attends rien de ces enquêtes. Parce que quand l'enquête va aller, on va trouver qu'il y a des ramifications, où il y a des autorités, des hommes politiques, voilà, de gros bonnets qui sont impliqués. Bon, on tend à étouffer l'affaire. Donc, pour moi, c'est ça aussi qui fait que ça affaiblit. Parce que si celui qui doit prendre la sanction finale, souvent ceux qui dirigent, soient le plus loin possible des intérêts économiques. Parce que sinon, vous devenez juge et partie à la fois. Donc, pour nous aujourd'hui, il y a beaucoup de sanctions qui ne sont pas prises parce que ceux qui doivent prendre ces sanctions-là sont aussi partie prenante des infractions qui ont été commises. Donc, ça nous pose un véritable souci. Si on n'a pas des gens honnêtes, des gens vraiment qui ont une gouvernance transparente et de probité, on ne peut pas s'en sortir. Quand vous prenez même cette question de trafic de carburant, bon, si vous allez au fond, ça ne peut pas se faire sans qu'il n'y ait souvent des couvertures quelque part. Mais est-ce que les enquêtes ont permis d'arriver à ces couvertures-là? Parce qu'il le faut aussi. Si vous prenez celui,
C'est pas pour rien on juge celui qui commet le crime et aussi le commanditaire du crime. Absolument, oui. Gabriel Kambou. Parlons toujours du carburant avec cette question de la crise ukrainienne. Vous l'avez si bien souligné, dans d'autres pays, l'essence a augmenté. Est-ce que ce n'est pas se voiler la face au Burkina en espérant qu'on reste toujours à ces mêmes prix-là? Alors, si malgré les gages pris par la Sonabi. Si nous restons au même prix aujourd'hui, je crois que l'honnêteté intellectuelle voudrait que l'on salue le courage de l'État et le sacrifice éventuellement. C'est un grand sacrifice que l'État consent aujourd'hui en maintenant le prix à ce stade. Jusqu'à quand, nous ne savons pas. Mais il faut dire que le désordre économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, avec la multiplication des prix de façon tout azimut, si aujourd'hui on venait à augmenter 1 seul franc sur le prix du carburant, il faut dire que le désordre est encore parti. Parce que les augmentations ne seront pas objectives. Ça sera du désordre encore une fois. Et c'est pourquoi nous saluons ce courage, nous saluons ce sacrifice de l'État. Il faut le dire, lorsque c'est bien, nous disons c'est bien, lorsque ce n'est pas bien, nous disons ce n'est pas bien. Cette fois-ci, nous saluons le sacrifice consenti par l'État parce que quelque part, vous avez, rien qu'au Togo, il y a 2 semaines, ils ont augmenté. Au Ghana, on n'en parle pas, les autres pays, Côte d'Ivoire, le Mali également. C'est dire que nous sommes le seul pays dans lequel, en tout cas, l'augmentation n'a pas encore eu un effet. Alors que visiblement et véritablement, il y a une augmentation au niveau international que l'État est en train de supporter. Bien, si on fait cet effort-là, il faudrait qu'à l'intérieur, on mette les bouchées doubles pour que quelque part, tous ceux-là qui sont dans l'illégalité, dans le désordre-là, puissent en tout cas se mettre au pas de façon à ce que le consommateur aussi puisse s'en sortir. Aujourd'hui, nous sentons quelque part un délaissement parce que lorsque vous prenez les prix ces derniers temps, les prix ont subi des augmentations. Même l'eau dont on fort dans sur notre sous-sol là, l'eau subit des augmentations. Allez me comprendre cela. Ce n'est pas parce que le carburant a augmenté pour qu'on le transporte difficilement, mais pourquoi cette eau va subir une augmentation? Lorsque vous parlez de l'eau, pouvez-vous mieux situer le contexte? Moi, je parle de l'eau préemballée, l'eau dans les bidons. Okay. Il y a de l'eau dans les bidons. J'en ai acheté pas plus tard que hier samedi. Et j'ai trouvé qu'il y avait une augmentation sur le prix. Donc, je dis ce que je sais. Alors, donc pour dire qu'il y en a qui ont augmenté les prix comme ça, peut-être au départ, c'est-à-dire au niveau du gros, ça n'a pas augmenté. Mais lui, au détail, il a augmenté. C'est-à-dire qu'il faut que l'État multiplie les contrôles de façon à ce qu'on puisse dissuader tous ceux-là qui ont des velléités d'augmentation dans ce sens-là. Parce qu'ils sont nombreux. Bon, nous avons fait une structuration des prix à travers l'Observatoire national des prix, où cet observatoire qui est composé de 3 entités, à savoir l'État, avec ses démembrements, les importateurs et les exportateurs, puis la Ligue des consommateurs. C'est à travers l'observatoire, nous avons fait une structuration, par exemple, du prix du pain, de l'huile, du blé, du sucre, et de façon à ce qu'on puisse, du pain, j'avais dit, de façon à ce qu'on puisse présenter ces prix-là au niveau du cadre de concertation entre État secteur privé pour qu'ils prennent la décision qu'il faut de façon à stabiliser une bonne fois les prix. Et c'est une question de stabilité parce qu'on a vu le ministère également qui a publié des prix, mais c'est l'application qui pose problème. Le ministère a publié des prix, notamment le prix du sucre. Voilà, il a parlé de 750, 800 francs. Nous avons sur le terrain, malheureusement, il y avait des difficultés liées au fait que, véritablement, au niveau du prix en gros,
lorsque vous prenez le sucre, le carton de sucre qui se vendait déjà à 19 000 francs, divisé par 25, vous ne pouvez pas le vendre à 650, voire à 700. Ce n'est pas possible. Donc, au niveau de la Sosuco, on explique cela par le fait que les intrants, les prix des intrants ont augmenté, l'engrais a augmenté, etc. Donc, quelque part, il faudrait qu'ils essaient d'augmenter. Donc, nous avons fait un travail pour harmoniser ces prix-là et les nouveaux prix seront communiqués bientôt, de façon à ce que tout le monde s'aligne sur ces prix et éventuellement que les choses repartent sur de bonnes auspices. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Gabriel Cambou, revenons à cette image de personnes qui vont s'approvisionner avec les bidons. À qui la faute, justement? Est-ce à ces stations qui leur servent l'essence, du moment où c'est interdit d'ailleurs? Oui, justement. La faute est d'abord aux différents gérants des stations, parce qu'il est stipulé que vous n'avez pas le droit de vendre... il y a des conditions. Dans de tels contenants. De tels contenants. Mais vous allez voir que celui-même qui sert l'essence a ses bouteilles juste au bord de la voie. Donc, voilà, quelque part. Donc, c'est ça que je dis. Quand vous avez des intérêts vous-même dans la chose, ça pose un souci. Donc, lui-même qui doit nous vendre l'essence, nous qui venons avec nos véhicules pour parler de motos ou de voitures, bon, il va vous dire qu'il n'y a pas d'essence parce que lui, il doit mettre dans le bidon pour aller vendre de l'autre côté. Donc, je pense qu'il faut que vraiment le contrôle de l'État puisse vraiment permettre. Vous savez, quand vous, par exemple, nous prenons le gaz, en principe, le gaz ne se vend pas partout, comme il l'avait dit. Mais vous allez trouver des prix exorbitants. Là où c'est 2000, on te vend à 2500. Si vous avez fait le tour de Ouagadougou pour chercher du gaz et que vous arrivez là-bas, on vous dit 2500, bon, c'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Vous n'avez souvent pas le choix. Mais est-ce qu'il ne faut pas justement sensibiliser les citoyens à ne pas céder à cela? Oui, c'est pourquoi nous avons toujours demandé aux citoyens, nous avons toujours demandé aux consommateurs d'être exigeants. C'est à travers votre exigence que vous allez vous faire respecter. C'est à travers votre exigence que vous allez amener les uns et les autres à éviter ces velléités-là. Parce que lorsque vous allez, aujourd'hui vous achetez un produit, on vous dit ça fait 50 francs. Demain vous venez le même produit que vous avez vu hier, les mêmes paquets qui sont là, ont changé de prix. Ça fait 75 francs. Il y a 25 francs de plus. Peut-être dans 3 jours, vous allez venir trouver que c'est 100 francs. Mais il faut attirer l'attention en ce moment du commerçant ou du boutiquier pour qu'il sache quand même que vous suivez les prix et que vous êtes pertinemment conscient du fait qu'il n'est pas correct. À partir du moment où vous lui lancez ce signal-là, petit à petit, je crois qu'ils vont rentrer dans l'ordre. Mais le point sur le carburant, là, justement, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. C'est qu'effectivement, lorsque vous êtes pompiste, vous pouvez demander à votre frère de rassembler des bidons pour venir. Je ne leur prête pas cette intention, mais c'est des choses qui peuvent se faire. Il fallait que l'État anticipe. L'État doit toujours anticiper pour empêcher des cas de ce genre. Mais ce que nous voulons surtout dire et puis insister là-dessus, il ne faudrait plus que ce type de psychose-là survienne. Parce que si ça vient, le consommateur n'aura plus confiance lorsqu'il y a simplement rupture de carburant dans une ou deux stations parce que leurs camions sont en retard. En ce moment, ça fait partie d'une psychose qui va encore engendrer des dommages et ça va être vraiment dommage. Difficile à maîtriser. Oui. Merci à Dasmané Traoré, le président de la Ligue des consommateurs. Aussi merci à Ange Gabriel Cambou, journaliste et président de l'association des blogueurs. Nous allons poursuivre cette émission avec la rubrique « Ils ont dit ». Un certain nombre de pompes sont en construction aujourd'hui pour augmenter donc les postes de dépotage. Ensuite, la Sonabi charge ses bacs et ces bacs à leur tour sont munis de pompes qui vont charger maintenant les citernes venant donc des différentes stations.
Et ces postes de charge aussi, les derniers en date de 2006. Et là également, vous savez que de nouveaux postes sont en construction et devaient être mis en service donc, dans les semaines à venir. Donc à partir de ce moment, dans ces maillons-là, la Sonabi travaille parce qu'elle est au centre. Elle travaille donc à ce qu'il y ait une sorte de fluidité donc, pour que l'ensemble du maillon puisse fonctionner de façon fluide. Et à partir de ce moment, elle fait tout pour que les fournisseurs puissent livrer à temps. Elle fait tout pour que le système de transport soit fluide. Elle fait tout pour que le dépotage puisse se faire, pour que les camions puissent avoir convenablement donc, le produit et alimenter les stations. On a la malchance, si je peux dire ainsi, d'être dans une situation où nos concitoyens ne croient pas beaucoup aux paroles de leurs dirigeants. Ce qui fait que malgré les appels au calme, malgré les assurances et les réassurances, il y a une sorte de psychose qui entraîne des demandes massives de carburant, y compris dans des bidons et dans d'autres ustensiles, et ce qui a l'inconvénient de vider donc les réservoirs de ces stations d'essence et du coup de créer cette pénurie qui était du reste redoutée. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé et on s'est retrouvé dans une situation où les stations étaient pleines, les files longues et la spéculation aidant, les prix sont montés par ailleurs et à des endroits de vente non autorisés. On a des pays voisins côtiers, et notamment un particulier pour lequel la différence de prix du diesel fait 321 francs. Ça veut dire que le diesel burkinabé est moins cher que le diesel de ces pays de 321 francs CFA. Cette situation encourage le trafic, sachant que notre diesel est subventionné pour permettre aux transporteurs de maintenir un coût bas des transports, notamment des marchandises, des matières, et donc c'est une exportation illégale de notre subvention. Ceci aussi contribue à assécher nos réservoirs et donc à aggraver l'effort que fait le gouvernement pour rendre le carburant disponible, notamment cette matière-là. Des concertations en cours, une coordination est en cours avec les différents ministères concernés afin d'appréhender les différents responsables pour qu'ils répondent devant la loi. Le Burkina est en face de beaucoup de défis. Défis sécuritaires, défis humanitaires. Il ne faut pas que l'acte isolé de certains individus en quête d'argent ou en quête de rentabilité extrême mette encore davantage d'autres Burkinabés dans des situations compliquées. On appelle ça en réalité une spéculation et c'est contraire justement au bon vivre ensemble et c'est contraire également à la responsabilité individuelle de ces personnes-là. Et donc l'ensemble de la société est interpellée, les responsables sectoriels des ministères aussi sont interpellés. Nous devons faire ensemble bloc en tout cas contre ces spéculateurs-là. Ce n'est même pas seulement que dans le domaine du carburant. Vous voyez, même dans le domaine des denrées alimentaires, il y a certains qui stockent encore des denrées alimentaires, qui attendent une inflation des prix des denrées alimentaires pour ensuite revendre leurs denrées alimentaires. Donc il y a ce qu'on appelle une spéculation mécanique orientée et surtout suscitée par le comportement de certains acteurs, tout simplement. Et ça, je pense qu'unanimement, l'ensemble des Burkinabés doivent condamner ce genre de pratiques-là pour nous permettre de vivre en harmonie, mais surtout de faire face aux défis qui nous viennent d'ailleurs. Le coût de ces initiatives, pour le moment, en dehors des possibilités de réinsertion sociale de ceux qui reviendront, nous n'avons pas d'estimation. À ce niveau, nous n'avons pas non plus encore affiné les estimations, mais c'est en cours. Mais retenez qu'il n'y aura pas de... Ce ne sera pas monétaire. Nous n'avons pas d'argent à donner. Nous pouvons encourager dans l'agriculture et nous pouvons aider dans l'élevage, mais pas en argent. Le gouvernement n'a pas d'argent. Voilà. Je suis très surpris d'entendre parler aussi des 100 milliards que vous avez vus dans les réseaux sociaux. Seuls ceux qui ont écrit ça peuvent en répondre. En tout cas, le gouvernement n'a aucun sou à donner à qui que ce soit. Tout ce que nous aurons comme moyen rentrera dans le cadre de la réinsertion de ceux qui vont revenir. Nous sommes une famille d'emploi civil, c'est-à-dire un corps civil régi par la loi 081. Nous nous retrouvons dans le ministère avec un corps paramilitaire, notamment le corps paramilitaire des eaux et forêts, régi par la loi 063. Il se trouve que dans l'organisation du ministère depuis plus d'une quinzaine d'années, les civils sont des subordonnés
des paramilitaires et se retrouvent formés dans une enceinte paramilitaire, se retrouvent être affectés par des paramilitaires dans des administrations paramilitaires. Par rapport aux dispositions de notre loi, nous trouvons qu'il y a des irrégularités. Cela fait en sorte que des paramilitaires vont se retrouver dans la commission d'affectation civile de la loi 081 à affecter des civils. Cela a eu aussi pour effet que notre corps civil, quand on regarde de plus près, se retrouve avec une hiérarchie paramilitaire, ce qui n'est pas convenable. Nous voulons qu'il y ait une égalité de chances, une égalité de droits et que notre corps civil, qui est régi par la loi 081, soit logé dans des administrations civiles pour nous permettre d'accomplir efficacement notre mission.